Monsieur Védélago s'installe, je vous propose de découvrir, non pas un original, vous allez voir très vite, mais une reproduction de la chasse de saint Thomas Becket que l'EDA vous a présentée, qui est donc une reproduction qui fait partie de l'ensemble qui se trouve dans les mallettes pédagogiques et qui servent au musée à s'exporter dans les écoles, puisque notamment les élèves ne peuvent plus venir au musée, c'est le musée qui va à eux, grâce à nos médiatrices. Et donc ça fait partie des reproductions qui voyagent. Pour des raisons de sécurité, on n'a pas pu pour une fois amener les originaux, mais vous pourrez voir la fidélité de celui-ci. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'histoire rocambolesque de ces objets qui étaient au musée de Guéret très tôt, dès le début de l'histoire du musée de Guéret, qui remonte à 1837, qui était installé pas très loin de là où nous nous trouvons, le Présidial, le premier hôtel de ville de Guéret, grâce à une société des sciences naturelles, une société savante, très active et qui a su créer une collection, s'enrichir très vite, en partant à la base de collections d'animaux naturalisés, mais qui a su s'enrichir grâce à toutes les antiquités et objets d'archéologie de la région. Et malheureusement, qui a attiré l'avidité de marchands et de voleurs, vous allez voir, par deux fois volé et par deux fois retrouvé en partie. On va aller un peu dans le détail de cette histoire-là. Notamment qui est très bien conté par M. Rampoint et Brousse dans leur ouvrage La belle époque des pilleurs d'église, qui se focalise particulièrement sur la bande à Thomas, qui a beaucoup fait parler d'elle à l'époque. Donc c'est un ouvrage de publication récente. Il faut revenir un petit peu aux origines, avec la nationalisation des biens du clergé. Le statut de ces objets-là, qui étaient évidemment des biens du clergé, tous ces objets médiévaux que nous avons vus, qui se trouvaient dans les églises, à l'époque très peu de musées, très peu de musées publics. La Révolution, finalement, c'est quoi? C'est un petit peu la banqueroute de l'État, et l'État qui cherche à lever de nouveaux impôts, et finalement ça aboutit à la Révolution. Et où est-ce qu'on va trouver l'argent? Les biens, c'est finalement le clergé, l'Église qui possède de nombreuses terres, plein de possessions. Et un évêque propose l'idée, M. de Talleyrand, de nationaliser ces biens et de les gager contre des assignats, cette papier-monnaie. Et donc, avec la loi du 2 novembre 1789, qui décrète, très courte, que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres. Donc, il y a une sorte de spoliation, mais en contrepartie, les ministres du culte vont être rémunérés. Et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces, il est dit aussi qu'on ne pourra pas payer plus de 1200 livres un curé. Donc, un petit peu, voilà. Il faut bien se rendre compte que tous ces objets-là et les édifices sont nationalisés et sont soit pour les cathédrales des monuments qui appartiennent directement à l'État, soit pour les églises qui appartiennent aux communes. Alors, il y a en 1790 vient l'idée de la constitution civile du clergé. Donc, on revient un petit peu en arrière. Et 1795, on supprime le budget des églises constitutionnelles. Donc, très grande pitié pour le culte catholique, qui est rétabli avec ses liens avec la papauté par Napoléon grâce au Concordat en 1801. Et donc qui revient à l'idée d'origine de 1789, c'est-à-dire on reconfirme la nationalisation des biens du clergé, mais en contrepartie, on salarie le culte. Les évêques, les curés sont payés comme des fonctionnaires, et l'État se garde le droit aussi de nommer ses évêques. Alors il y a une double nomination entre le pouvoir impérial et le pape, qui nomme les évêques, c'est la contrepartie.
Et tout donc ce régime concordataire qui va durer plus de 100 ans et qui n'est pas remis en cause par la Restauration et les différentes monarchies au XIXe siècle. En 1889, l'apparition d'une première loi sur les monuments historiques, parce qu'auparavant, on a plutôt des listes de monuments, insignes, pour que l'État puisse donner des aides, puisse contribuer pour aider à restaurer. C'est la liste des monuments historiques, et on se rend compte finalement qu'il y a aussi beaucoup d'objets qui sont très intéressants. Donc 1887, une première loi sur les monuments historiques qui introduit la possibilité, donc l'idée de classement déjà, de classement aux monuments historiques. Avant, c'est des monuments qui sont sur des listes pour bénéficier d'aide de l'État, et aussi l'idée de classer des objets, notamment pour les protéger, parce que ce qui s'est passé notamment avec les collections du musée de Guéret, c'est que ces objets très précieux étaient vendus, même si c'était pas forcément, comment dire, ça n'allait pas de soi, ils étaient vendus avec autorisation. Voilà. Soit c'était le prêtre, la commune qui vendait, mais il fallait une autorisation spécifique, notamment de la préfecture. Donc c'est un peu comme ça que le musée de Guéret s'est enrichi. Et patatras, c'est la belle époque, mais pas pour les catholiques et les objets religieux, puisque la loi sur les associations 1901, qui est très connue aujourd'hui, introduit l'idée aussi que toutes les congrégations religieuses soient autorisées par la loi des associations. Les congrégations religieuses doivent se réorganiser en associations. Au début, ça se passe très bien, mais avec des gouvernements un peu plus durs, plus socialistes et plus républicains, beaucoup de congrégations se voient refuser ce statut-là, et notamment en 1904, l'interdiction aux congrégations de pouvoir enseigner. Donc, on va dire un premier chamboulement dans l'univers religieux, et notamment la libération de beaucoup d'édifices qui étaient utilisés par les congrégations. On pense notamment à l'école de la Providence, qui est aujourd'hui le musée de Guéret. Donc, qui est récupéré par la ville en 1905. Donc, c'est une conséquence de la suppression des congrégations religieuses enseignantes. C'est racheté. C'est racheté, oui, bien sûr. On peut exproprier, contre de l'argent. Hein. Mais bon, elles sont un peu mises à la porte. Et la loi de 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État, la laïcité, ça met un terme à ce concordat au fait de salarier les curés, de financer le culte. Hein. C'était 40 millions d'euros francs or à l'époque, c'est énorme. Et vient l'idée aussi qu'il y a une sorte de divorce entre la République et le culte catholique, et que la République va tout garder pour elle. Hein. C'est un peu comme un mauvais divorce pour les catholiques, et cette idée-là, alors que c'est pas aussi simple. Puisque la loi, qui n'est pas du tout favorable au culte catholique, prévoit que les associations, que les édifices publics du culte, qui étaient en fait les sortes organisées en fabrique, se transforment en association de loi 1901, en association cultuelle, ce que les catholiques refusent par ordre du pape, parce que ça ne permet pas d'avoir cette organisation catholique, cette hiérarchisation avec les évêques et le pape au final. Donc les catholiques refusent de s'organiser en association cultuelle. Il faudra attendre 1924 pour que tout rentre dans l'ordre avec l'organisation d'associations diocésaines, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les objets, les biens nationaux sont toujours nationalisés. Il n'est pas question qu'ils puissent être revendus ou qu'ils soient rendus au culte catholique, enfin à l'Église catholique. Mais les établissements publics du culte possèdent des biens propres, et l'idée c'était de les transférer avec ce nouveau statut-là. Mais il y a quand même cette idée-là qu'on va spolier les biens de l'Église et peut-être les liquider. Et pour se remettre dans le contexte, il y a, on va dire, les tenants extrêmes anticléricaux et aussi les catholiques anti-républicains. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. Et la loi prévoit de faire des inventaires dans les églises, ces inventaires qui préexistaient déjà et qui étaient faits sous forme de récolement. Et 1905-1906, des inventaires
qui distinguait bien les biens publics de la commune et les biens de la fabrique. Mais il y a eu, comment dire, ça n'a pas été amené de façon très paisible, et il y a eu de forts troubles qui, en conséquence, a mis fin à ces inventaires, puisque quand on les regarde, ces inventaires, ils sont numérisés, notamment on peut les voir aux archives départementales de la Creuse et de la Haute-Vienne. Ces inventaires donnaient un prix aux objets. Donc, ce qui fait penser aussi qu'on allait les liquider. Donc, quand on avait un objet monument historique, par contre, c'était écrit classé monument historique, on ne donnait pas de valeur aux objets. Mais voilà, il faut se remettre dans ce contexte un petit peu de trouble et de trouble à l'ordre public. 1907, une loi qui vient se rajouter à la loi de 1905 et qui confirme l'affectation au culte des églises et des objets qui sont à l'intérieur. Et finalement, il faut attendre 1923 pour revenir à une situation apaisée et un petit peu normale. Et finalement, c'est dans ce contexte de forts troubles qu'apparaissent des vols, et on peut parler de pillages d'églises. On peut voir dès 1904, là on a une centaine de vols dans les églises, et là ce qui apparaît en orange, c'est le Limousin. Et 1904, finalement, c'est un petit peu par là où je vais commencer mon histoire de la bande à Thomas. C'est le vol de la Vierge de Sauvetat en Auvergne, qui commence avec Anthony Thomas, qui était lié avec un antiquaire Dufay, vivant à Clermont-Ferrand. Ils se connaissent de longue date et ils échafaudent un plan. C'est Dufay en fait commande à Thomas le vol de cette Vierge. Donc ça a lieu le 20 décembre 1904. Anthony fait des repérages. Il revient en train à la gare de Vic-le-Comte, cambriole grâce à des outils le soir l'église, et il repart à pied avec un compère, Antoine Faure. Ils reviennent à Clermont-Ferrand et réussissent un coup, vraiment, ils ont de la chance, tout se passe bien pour eux. Et le 8 février 1905, ils arrivent à revendre cette Vierge avec l'antiquaire Dufay à Charles Tricot pour 15 000 francs or. C'est énorme, hein, si on regarde 20 francs or, c'est 150 euros. 15 000 francs, on est à 3 millions d'euros là. Donc c'est énorme. Ça se passe très bien pour eux, et voilà, ils gagnent 15 000 francs, ils se les répartissent. Alors c'est pendant les négociations, Anthony Thomas est présent, et finalement c'est quelqu'un d'assez, enfin c'est un personnage qui sait se débrouiller. Il se fait passer pour quelqu'un d'autre, et il est vraiment proactif dans ces négociations-là, et finalement il apparaît comme un associé de l'antiquaire Dufay et non pas comme un gros bras. Et donc finalement ils vont continuer. Dufay et Thomas parcourent le Limousin. Ils vont repérer ensemble l'abbaye de Solignac, et Anthony Thomas se rend à l'église de Laurière. Et du coup, donc en octobre 1905, donc avec la même technique, Thomas tout seul cambriole donc l'abbaye de Solignac, vole le buste de Saint-Théo, et le lendemain, deux chasses et une custode de l'église de Laurière. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'il ramène ce butin à Dufay, brûle les reliques, et déjà ils sont en contact avec un certain Gilbert Romeuf, et c'est un petit peu le mauvais génie de cette histoire-là, parce que c'est un antiquaire originaire du Limousin, qui est très proche des milieux républicains et socialistes, et c'est lui un petit peu qui commandite en sous-main ces vols-là, et même il a une très très bonne technique, c'est qu'il propose, en vue de la loi de 1905, aux curés et même aux communes, de racheter ces objets-là contre des copies, des très très bonnes copies. Mais avec quelques insuccès. C'est ce qu'essayent de faire Dufay et Thomas, mais ils n'y arrivent pas. Donc c'est pour ça qu'ils passent à la vitesse supérieure avec le cambriolage, mais qui est beaucoup moins subtil. Et ils se rencontrent Romeuf à Ghana dans l'Allier. Ils cherchent à vendre ces objets, mais Romeuf se méfie, et je pense qu'il refuse d'acheter directement à Thomas, parce que en fait, le principe chez les antiquaires, c'est que quand vous avez un objet
sans pédigré, avec une mauvaise provenance, il faut le blanchir. Donc ça veut dire qu'une première fois, on va le revendre pas cher à un antiquaire de province, et puis petit à petit, ça fait boule de neige, on le revend, le prix double, et il peut être racheté de bonne foi, même si c'est une bonne foi en apparence, par un antiquaire qui lui va le revendre, et notamment ce que faisait Gilbert Romeuf, lui il revendait en Angleterre à des très grands collectionneurs par l'intermédiaire de l'antiquaire du Vin, ça se retrouvait dans des très grandes collections de milliardaires, notamment américains. Donc là, Romeuf ne marche pas, même s'il est derrière, il est toujours là dans les négociations. Donc ce qui se passe, c'est qu'en janvier 1906, par ses connaissances, Dufay revend avec Thomas à Henri Delannoy, qui est rentier et qui est un antiquaire en chambre, donc c'est un antiquaire qui n'a pas de boutique ni pignon sur rue. Et c'est Thomas qui revend le buste pour 4000 francs, et il remet 2000 francs à Dufay. Donc on voit là, les deux compères sont associés, ils se partagent le butin, sauf que Dufay, dans son dos, va revendre à Delannoy le reste du vol, et il va garder par-devers lui une certaine somme, ce qui va apporter la brouille entre Thomas et Dufay, sachant que Thomas avait lui-même arnaqué son homme de main, fort, voilà, qu'il avait appris et qui s'était brouillé. Voilà. Donc le milieu des escrocs est très compliqué, on peut faire confiance à personne. En plus, Thomas a une affaire, il se brouille en plus avec Dufay parce qu'il a une relation amoureuse avec la fille de sa maîtresse. Donc tout ça, Thomas coupe les ponts. Mais il se rappelle que Dufay lui avait parlé des objets du musée de Guéret qui étaient très faciles à voler selon lui. Donc Thomas se met à son propre compte et se dirige vers le musée de Guéret. Donc là, on peut voir que les journaux vont faire grand cas de cette affaire. Donc ça, c'est un petit peu la fin de l'affaire Thomas. On voit qu'il a déjà volé la chasse d'Ambazac, la colombe de la Gaine, et le côté rocambolesque qui n'est pas du tout réaliste, hein, on voit une sorte de chauffeur qui s'enfuit en voiture. Là, c'est un petit peu, c'est encore une fake news, hein, c'est comme aujourd'hui. On change un petit peu la réalité, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Et Anthony Thomas, son procès, voilà, qui reconnaît le Saint Théo de Solignac, dont il avait jeté la base du buste plus moderne dans le bas-côté après son vol. Et donc le musée de Guéret, qui auparavant se trouvait ici au Présidial, qui était l'hôtel de ville de Guéret. Là, d'anciennes vues. Donc on connaît très bien cette façade ornée. On voit le panneau musée. Et la condition de la création de ce musée, c'était que la Société des sciences naturelles donne ses collections au musée, qui pourvoira à ouvrir un musée et à supporter tous les frais qui permettaient l'ouverture au public, qui était très limitée à l'époque. Hein. C'est quelques jours par an. Je voudrais d'ailleurs lire un passage de Tite le Long de Marcel Jouandeau, qui fait allusion donc, à une maison qui se trouvait en face de ce qui devait être l'aile du musée. Alors j'arrive pas à savoir si c'est au-dessus de nous ou à côté, mais c'était à l'étage, on avait le musée. À gauche, le musée municipal ouvrait ses persiennes pour que le commandant Tite le Long aperçût le jeudi et le dimanche Ismaël et Agar dans le désert, et au bord du Jourdain, les personnes de la Trinité, tableau romantique encadré d'or, le carrosse des fêtes-dieu des contes de la Marche, une robe de mademoiselle Lutendue de ma morte en satin broché, et dans les salles du premier étage, cloués au plafond, des crocodiles, des aigles et tous les animaux de la création dans une seule armoire à vitrine. Donc voilà, une petite allusion à cet ancien musée, dont on a un seul cliché, la fameuse salle des émaux, avec les vitrines, et Anthony Thomas donc, a fracturé ces deux vitrines. Il fait un repérage le 30 novembre 1906. Il rencontre auparavant Gilbert Romeuf, qui s'engage à racheter ce butin. Et le 10 décembre 1906, il vient par le train, donc l'importance du chemin de fer, prend une échelle qui traînait dans une grange aux alentours, force une persienne de l'extérieur, casse un vitraux de façon habile en mettant du scotch
pour pas faire trop de bruit, et il ouvre une fenêtre de l'intérieur. Il se repère grâce à une lampe électrique, il fracture ces 2 vitrines et il embarque 18 objets. À 4 h du matin, il reprend le train pour Gannat. Très facilement. Alors là, c'est très intéressant, c'est une photo aussi qui a été publiée avec la précédente, où on voit les fameux émaux de Guéret sur un beau coffre médiéval qui fait partie des collections, qui lui n'a pas été volé. Donc cette photo a été l'objet d'une édition en carte postale, et on s'est contenté de rajouter la tête des malfaiteurs et une petite croix sur les objets qui ont été volés. Donc si vous voulez, on va faire le tour. Ici, on a la chasse donc, de la lapidation de Saint-Étienne, une main qui provient de la commune de Jarnages, mais qui fait partie des collections du musée de Guéret, le reliquaire monstrance de Sardan. Alors, en vert, c'est ce qui n'a pas été volé, heureusement. Ici, le fameux buste de Saint-Pardoux. Alors, s'il a une croix, c'est parce qu'il a été détruit par les frères Thomas, on va voir comment, et qui était recouvert d'argent, mais ces métaux précieux ont été fondus à la Révolution. On a remplacé ce métal par du fer. Donc évidemment, on va dire que côté artistique, un mauvais lifting de Saint-Pardoux. Une bonne opération pour la nation. Le bras reliquaire de Saint-Pardoux et la chasse de l'adoration des mages. Plus une chasse de pacotille, dont on n'a plus qu'un morceau aujourd'hui, de custode, la chasse de saint Thomas Becket et une chasse aux figures de saints. Et ça, c'est les objets qui sont rescapés, fort heureusement, qui apparaissent sur la photo, mais qui n'ont pas été volés par les Thomas. Donc la fameuse reliquaire Tourelle, un autre reliquaire monstrance, une petite boîte de Sainte Huile, et la grande chasse de la crucifixion, qui apparemment n'a pas intéressé les voleurs. Plus ce qui a été appelé tapisserie à l'époque, mais en fait c'est une sorte de canevas, c'est des décorations de lit. Une petite plaque émaillée de Saint-Bruno, et la plaque, la Christ en croix qu'on a vue, qui présente les traces des mots. Et lors du jugement de la bande à Thomas, on a cette photo exceptionnelle avec les objets du butin, la chasse d'Ambazac, et en rouge, voilà les éléments du musée de Guéret, plus ce canevas qui, je pense, a dû servir à emballer le butin pour le protéger et le trimballer dans une grosse valise par le train. Il fait un premier lot, Anthony Thomas fait un premier lot pour le revendre à son receleur Henri de Lannoy à Paris, qu'il vend pour 8000 francs avec les objets les moins précieux. Il retourne voir Romoff fin de l'année 1906, mais celui se méfie toujours. Il souhaite rabibocher Dufay et Thomas, mais c'est impossible. À mon avis, il ne souhaite pas racheter directement à Thomas, qui ne semble pas être très fiable. Donc finalement, Thomas revient voir Delannoy. Il vend le deuxième lot pour 10 000 francs. Et en mars 1907, toujours à Delannoy, il revend le canevas et le Saint-Bruno en émail peint. Et finalement, Delannoy devient son commanditaire, puisqu'il n'a pas... C'est son seul receleur, ça devient son commanditaire, donc il pousse Anthony Thomas à aller toujours plus loin dans les vols, et il lui commandite le vol extraordinaire du Saint-Baudim et d'un bras reliquaire, très beau reliquaire, 25 kg. Donc là, il arrive à faire revenir son copain fort pour l'aider à porter tout ça, donc ils font le coup ensemble. Le 25 mai 1907, donc toujours avec le même mode opératoire. Mais là, c'est le vol de trop, la presse fait savoir, toute la presse reprend l'événement, et finalement, même Delannoy se ravise, et on pense que c'est Gilbert Romeuf qui tente de court-circuiter Anthony Thomas, qui est un petit peu un électron libre, et qui va peut-être... moi, je pense que c'est aussi... Parce que Romeuf, lui, en parallèle, il a son business de vol par substitution avec complicité, et il ne voudrait pas que ça éclabousse trop.
déjà qu'il est un petit peu compromis, puisqu'il est proche de Dufay, il a rencontré plusieurs fois Thomas. Et il y a une enquête dans la presse, et dans la panique, Thomas brûle le reliquaire de Saint-Pardoux, qu'il avait encore chez lui, qu'il n'avait pas encore revendu. Et là, on va dire que c'est un petit peu la fuite en avant. Le 13 août 1907, il se fait enfermer dans l'église de Laguenne, à côté de Tulle, et il vole la colombe eucharistique, donc qui est classée monument historique. Et là, le vol de trop, le 5 septembre 1907, le vol de la chasse d'Ambazac, toujours avec son compère Antoine Faure, il se fait aussi enfermer dans l'église, et il repart à pied, il prend le train. Et là, Delannoy refuse d'acheter ces objets, sous prétexte qu'elles seraient modernes ou fausses. À mon avis, c'était histoire de gentiment renvoyer Thomas. Et comme Romeuf, Anthony Thomas va se tourner vers le réseau londonien d'antiquaires, qui permet plus facilement d'écouler ces objets volés et d'éviter aussi les enquêtes et les problèmes de police. Mais au même moment, fin septembre 1907, Gilbert Romeuf veut faire une révélation, accompagné de Léon Bétoul, un proche, un ami socialiste. Il va voir le secrétaire général à la préfecture et veut révéler l'affaire et donner Thomas. Mais Romeuf se méfie beaucoup du juge d'instruction et il souhaite expressément faire témoigner devant le ministre de l'Instruction publique, responsable des Beaux-Arts, mais le juge refuse, le juge Cambourg, et obtient ces révélations. Et je pense qu'il doit négocier d'être blanchi dans l'affaire, parce qu'il est vraiment un tenant et même responsable. Et le 3 octobre, donc finalement, tout de suite, le frère d'Anthony Thomas, François Thomas, qui est son complice, est arrêté, ainsi que sa mère. Au retour de son voyage en Angleterre, où il n'a pas réussi à vendre la chasse d'Ambazac ni la colombe de Laguenne, il a laissé la chasse d'Ambazac en dépôt-vente à Londres. Et pour 30 000 francs, alors que la valeur estimée à l'époque est 100 fois plus. Il apprend l'affaire dans les journaux à Paris, au sortir de la gare Saint-Lazare, et finalement, de pris de panique, il va jeter la colombe dans la Seine, au niveau du pont des Arts, avec des documents compromettants. C'est ce qu'il dira. Après, la colombe a été cherchée dans la Seine, mais on ne l'a pas retrouvée. Et finalement, il revient à Clermont-Ferrand et se constitue prisonnier, et commence donc l'affaire Thomas, le jugement. Et finalement, Anthony Thomas sera très sévèrement condamné à 6 ans de travaux forcés en Guyane, où il mourra au bout de seulement une année. Donc ça équivalait un petit peu à la peine de mort. Ses complices, François Thomas qui est ici, alors il y a une petite erreur là. Là on a Anthony Thomas, François Thomas, et vraiment on va dire la bête de somme, Antoine Faure, qui est vraiment le fort à bras de l'équipe. Donc son frère écope de 2 ans de prison, Antoine Faure aussi, Dufay l'antiquaire, très gêné, 2 ans de prison, et très, très étonnamment, Henri Delannoy, le commanditaire et receleur, est acquitté, et Thomas doit même lui rembourser 22 000 francs et Dufay 800 francs. Et Tricou, le premier antiquaire receleur, lui aussi est acquitté. Donc on voit finalement le peu de danger que courent ces antiquaires receleurs une fois que l'objet a un petit peu changé de main. Ils peuvent très facilement prétexter la bonne foi. Donc les objets sont rendus, sauf le buste de Saint-Pardoux. D'ailleurs, je vais vous lire savoureux passage des mémoires de la Société des sciences naturelles. Alors, notre musée a subi cette année une perte irréparable. Des voleurs se sont introduits nuitamment en forçant une fenêtre dans une salle du premier étage. Ils ont enlevé les objets les plus précieux, notamment tous nos beaux reliquaires du Moyen-Âge qui, en outre, leur valeur intrinsèque avait le mérite d'avoir été recueillis dans la région. Donc, heureusement, après le jugement, donc en 1907, le musée récupère ses reliquaires, qu'il les remet dans la même salle,
alors qu'en parallèle, des travaux sont faits pour que dans le nouveau musée de la Sénatorie de la Providence soit installé le nouveau musée et qu'il ne sera inauguré qu'en 1910. Donc vous voyez le problème. Les objets reviennent ici, au Présidial, et un nouveau voleur va repasser par là. Il s'agit de Delaunay, un certain Delaunay, qui va commencer ses méfaits à la cathédrale de Limoges, puisqu'il va voler une partie du trésor, et notamment de très beaux émopins, dus à Nicolas Ier de Lodin. Ensuite, il se rend à Aubazine, en 1908. Il vole une partie du trésor, dont la petite chasse, cette petite chasse. Là, le coup de trop, la chasse de Saint-Viance, qui est immense, qui est vraiment énorme. À Saint-Vaury, il va voler une chasse avec des éléments en argent. Alors, j'ai pas trouvé de photo de cette chasse. Elle sera dépiautée par les antiquaires. Et enfin, avril 1909, patatras, de nouveau, toujours 18 objets volés. Alors là, j'ai marqué d'une croix rouge ceux qui ont été volés. Le buste de Saint-Pardoux n'a pas été restitué puisqu'il a été détruit. Plus cette croix reliquaire, encore celle-là, et des émopins. Donc là, vous avez une photo de Delaunay. Et finalement, l'enquête, comme l'enquête précédente, piétine, il n'y a aucune piste. Et ça va être encore une balance, un antiquaire du milieu qui va balancer un inspecteur en juin 1908, inspecteur de la Sûreté à Paris, qui donne un tuyau d'un certain Regnault qui a acheté une plaque provenant de la chasse de Saint-Viance et qu'il a acheté lui-même à Jules-Albert Chevillard, qui l'a lui-même acheté de Gazonneau. Et ce Gazonneau, c'est notre Delaunay, pour 4000 francs. Et après, au cours de l'enquête, les inspecteurs vont trouver finalement ce réseau de 3 antiquaires, Gustave Nicolas, François Baudet, qui est le principal antiquaire qui a acheté directement à Delaunay. Et au cours de l'enquête, donc, ils retrouvent une partie des objets, notamment la chasse de Saint-Viance qui a été découpée en petits morceaux et qui commençait à être panachée. C'est un peu la technique des antiquaires, pour éviter d'identifier ces objets. On les démonte, c'est très facile avec ces chasses-là, et on bidouille ces objets, on les panache, on les mélange, et on mélange le vrai et le faux. Et peut-être avec une chasse authentique, on peut vendre 2 chasses à moitié fausses, à moitié vraies, et on brouille les pistes et on évite l'identification de ces objets-là. Et la plupart des objets sont retrouvés dans une villa à Alfortville, où Baudet et Nicolas les ont enterrés parce qu'ils se sont fait menacer de mort par Delaunay, qui est un véritable criminel. Autant la bande à Thomas, c'était plutôt des opportunistes, et puis Thomas, quelqu'un qui voulait faire une ascension sociale un peu trop rapide. Là, avec Delaunay, on est vraiment sur un criminel, une sorte de chef de gang, avec une issue assez fatale. Le 16 juillet 1909, donc après avoir identifié Delaunay, le sous-chef de la Sûreté de Paris, Blot, ainsi que 4 autres policiers, viennent sonner à l'appartement de Delaunay, et qui, au moment d'ouvrir la porte, tue l'inspecteur Blot et l'inspecteur Muja, qui se sera jeté sur lui et aura été tué à bout portant. Et du coup, Delaunay s'enferme dans sa chambre, et voyant l'issue fatale, il se suicide avec une balle dans la tête. Donc il n'y aura pas de procès contre le principal des voleurs. Et Bertillon découvre l'inspecteur Bertillon qui a inventé les systèmes d'empreintes papillaires et d'identification grâce à la photo, arrive à l'identifier, et c'est Jean-Baptiste Détaulenaer, d'origine belge, qui vient de l'Oise, d'une famille d'ouvriers, une sorte de criminel récurrent, et qui a déjà tué un postier en 1904, et qui, pour ce meurtre, avait été condamné à mort, et qui se cachait à Paris depuis plusieurs années. Donc finalement, au procès de 1910, Baudet écope de 2 ans de prison, Chevillard 15 mois, et Nicolas 1 an. Donc on voit que les antiquaires sont un peu plus sévèrement punis. Et finalement, donc,
les collections peuvent regagner le nouveau musée, dont la sécurité sera renforcée. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des barreaux qui ont été mis aux fenêtres. Alors, je ne sais pas si c'est exactement à cette période-là, je n'ai pas retrouvé les éléments. Et du coup, dans les mémoires de la société, notre musée a été de nouveau cambriolé. Cette fois, les voleurs ne se sont pas contentés d'emporter tous nos reliquaires, sauf un, ils ont pris nos ivoires et nos superbes émaux. Donc les émaux peints, et j'ai oublié de parler des ivoires qui ont aussi été volés. C'est une perte irréparable. Tous ces objets d'art faisaient un des principaux ornements de notre musée. Nous y tenions d'autant plus que la plupart provenaient de la région. Leur valeur vénale dépasse d'ailleurs les 100 000 francs. Donc tout est bien qui finit plutôt bien pour ces objets. Donc on a vu que certains avaient disparu. Hein. Les chasses de pacotille, elles ont été démembrées. On n'a retrouvé qu'une petite plaque de celle-là. Et donc le nouveau musée de Guéret, donc on voit que le mobilier muséographique a été réutilisé. Donc là c'est la photo que je vous ai montrée tout à l'heure du présidial. Mais par contre, pour la salle des émaux, elle est réaménagée avec ce très beau meuble vitrine dans ce qui est aujourd'hui la salle du XVIIIe siècle. Si je vous montre le plan, vous avez l'escalier au premier étage. La photo est prise dans ce sens-là. Et aujourd'hui, la salle des émaux se trouve ici. À l'époque, c'était la salle des armes. Donc une autre photo. Et aujourd'hui, la salle du XVIIIe siècle. Donc tout ça pour vous dire que ce contexte de 1905, un petit peu à cause de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, a amené, on va dire, un contexte favorable à ces vols et une grosse confusion aussi sur leur propriété. Et du coup, ce qui a amené à la création de la fonction, la mission bénévole de conservateur des antiquités et objets d'art, dont la principale mission est de récoller les objets dans les églises, donc de vérifier par rapport aux inventaires, notamment pour les objets classés et plus tard la possibilité d'inscrire des objets monuments historiques, donc la vérification que ces objets-là sont bien dans leur église et rappeler un petit peu leur statut et aider les communes aujourd'hui à les restaurer. Mais on voit que la sous-direction des Beaux-Arts réagit, et notamment en 1913 avec une nouvelle loi sur les monuments historiques beaucoup plus complète, qui est aujourd'hui englobée dans le Code du patrimoine. Et tout ça, c'est lié à ce contexte vraiment particulier. Et pour faire suite au vol, hein, ils ne se sont pas arrêtés malheureusement à cette période-là, avec un vol vraiment préjudiciable pour les collections du Limousin, le fameux vol du musée de l'Évêché, donc la nuit de la Saint-Sylvestre au 31 décembre, au moment où on pouvait croire qu'il y avait des feux d'artifice, une équipe s'introduit dans le musée et vole énormément d'objets. Vous voyez, vous avez la liste, c'est vraiment une catastrophe. Et là, on reconnaît notre chasse de Laurière. Donc, elle avait été volée, restituée et conservée au musée des Beaux-Arts de Limoges, au musée de l'Évêché, et pas à l'église. On pensait qu'elle était plus en sécurité au musée, mais que nenni. Et on voit donc là les deux objets qui étaient monuments historiques en dépôt. Il y avait aussi des dépôts du Louvre et de Cluny. Donc là, on va dire que l'enquête est toujours en cours et qu'il est possible de retrouver ces objets-là, sachant qu'on sait un petit peu qui est le voleur, mais on n'a pas pu l'inculper et surtout mettre la main sur les objets. Et malheureusement, en 2017, un vol malheureux à la cathédrale d'Angoulême, dans le trésor qui venait juste d'être inauguré, qui comportait très peu d'objets émaillés ou médiévaux précieux, mais quelques couronnes de la Vierge, notamment une en or massif, et elle a été volée, avec 3 objets ont été volés. Donc même si la cathédrale était sous alarme, le trésor était à l'étage, avec une vitrine blindée, on voit que les cambrioleurs chevronnés continuent à écoper les églises, malheureusement. Et là, très récemment, la cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie, donc c'est la Nouvelle-Aquitaine. Là, on n'a pas d'objets monuments historiques pour l'orfèvrerie, on n'a pas d'objets médiévaux, mais malheureusement, on a des objets en argent, donc avec la possibilité de les refondre. Et ce qui est très triste pour le patrimoine aussi, c'est le vol d'ornements liturgiques, donc d'une chape et dalmatiques, qui ont été donnés par François Ier à la cathédrale.
Donc ça qui, pour moi, sont très difficilement revendables, ou on ne peut pas en faire grand-chose, et ils ont été volés. C'est un gros problème pour le patrimoine. Et donc pour vous dire que nos missions en tant que conservateurs des monuments historiques, c'est de conserver et de restaurer les objets, mais aussi de les sécuriser dans leurs édifices. Donc pour cela, on fait des trésors sécurisés, c'est notamment le cas à Chambon-sur-Voueize, qu'on a là. Et en Haute-Vienne aussi, on finance et on pousse les communes à investir pour faire des vitrines blindées. Ça serait notamment le cas à Émoutier, puisque tout le trésor est au musée des Beaux-Arts de Limoges, en attendant qu'on refasse celui d'Émoutier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on fait des vitrines qui sont blindées sous alarme, et peut-être le bien fondé finalement de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, et d'avoir ces objets qui se trouvent dans les églises, et que je vous invite à tous à aller visiter lors de vos escapades touristiques en Creuse et en Limousin. Je vous remercie pour votre attention. Il y a peut-être des questions. La chasse de Gimal n'avait pas été volée aussi? Si. La chasse de Gimal. En 1994. Volée mais retrouvée. En 1994, c'est beaucoup plus récent. Oui. Et elle est toujours à Gimal. Elle est toujours à la Gimel, elle est dans une vitrine en béton assez blindée. Donc on la protège un peu plus. Comme la chasse de Mouzac aussi. Oui. Quelque chose de très bien. Alors la chance de ces objets-là, c'est que souvent ce n'est pas des matériaux précieux, donc on a l'espoir qu'ils ne seront pas fondus, on ne va pas récupérer l'or ou l'argent, et ils ont une valeur que pour leur côté historique, donc sur le marché de l'art. Donc soit c'est un vol de commande, donc là, pas de chance, il va falloir attendre un moment avant de les retrouver, ça revient dans le marché de l'art, au bout d'un moment, avec la succession, la mort des collectionneurs, ça peut revenir. Et c'est impossible que ce soit revendu de façon officielle sur le marché de l'art. Oui. Juste pour mémoire, en 1999, il y a eu le vol du buste de Rodin par Camille Claudel. Ah, ça c'est musée de guerre. Retrouvé, oui. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui ont été retrouvées. Donc là, on a encore eu de la chance. En 2012. Retrouvé en 2012. J'en fais pour vous rappeler également que la très belle chasse de Matal sera donc exposée pour une très belle exposition au musée des Beaux-Arts de Limoges à partir du 23 novembre. Pour une exposition qui s'appellera les chefs-d'œuvre romans de l'abbaye de Saint-Martial, avec des prêts exceptionnels de la Bibliothèque nationale de France, plusieurs manuscrits nominés. N'hésitez vraiment pas à vous y précipiter dès son ouverture. Elle aura lieu jusqu'au 24 février. Ce sera vraiment une très très belle exposition avec une des plus belles œuvres du musée, dépôt d'une commune de la Creuse. Voilà, donc elle est très fière. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce patrimoine de l'œuvre de Limoges encore présente dans nos églises, dans nos musées, et ça fait un petit peu la richesse de notre région. Et ça rend envieux la plupart des musées. J'ai noté dans la conférence que sur la chasse de Machval, Saül, qui exécute Saint-Étienne, est représenté avec une auréole. Alors c'est avant sa conversion. On explique ça? Non, pas du tout. Non, je pense que c'est en fait pour marquer. Enfin, je pense pas qu'on marque l'historicité de la scène. C'est comme, c'est comme sa sainteté a été acquise, mais même a posteriori, la scène est un petit peu générique, si on veut. Et comme Saül est devenu saint, il porte l'auréole. Voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réflexion historique dans la représentation. On est vraiment sur une scène type, et dans la plupart des représentations médiévales, même dans les manuscrits, le Saül est représenté sous cette forme. Enfin, ça apparaît sous cette forme. Si pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup d'être venu en ce moment. Merci beaucoup.